Bonjour à tous et bienvenue dans cette première édition 2014 de l'Euroquestion de l'Institut Jacques Delors, la série courte de webinaires. Aujourd'hui, il s'agit de notre premier rendez-vous depuis le décès de Jacques Delors et toute l'équipe pense à sa famille et à ses proches. Pour parler de cette grande figure de la construction européenne, nous avons le plaisir d'accueillir Christine Verger, la vice-présidente de notre institut. Donc, nous avons pu le constater avec les nombreux hommages qui ont été rendus à Jacques Delors en France, mais aussi partout en Europe, son héritage est immense. Marché intérieur, euro, programme Erasmus, fonds structurels de cohésion, dialogue social européen ou encore le programme alimentaire pour les plus démunis. Au-delà des réalisations de sa présidence à la Commission européenne, Jacques Delors, c'était aussi une méthode, une pensée et un style unique, pour reprendre les mots de Pascal Lamy dans Le Grand Continent. Ces valeurs et ces idées sont toujours d'actualité alors que l'Union européenne doit affronter plusieurs grands défis en cette année importante électoralement. Et sans plus attendre, je laisse Christine Berger pour sa présentation. Merci beaucoup, Lara. Je voudrais dire d'abord l'immense fierté que j'ai eue de travailler aux côtés de Jacques Delors pendant de nombreuses années, à son cabinet lorsqu'il était président de la Commission, puis en tant que premier secrétaire général de l'association Notre Europe, qu'il avait créée peu de temps après avoir quitté Bruxelles et qui porte aujourd'hui son nom, l'Institut Delors, qui est basé à la fois à Paris, à Bruxelles et à Berlin, et j'ai continué de le côtoyer très régulièrement pendant toutes ces dernières années. Alors, comme tu viens de le dire, Lara, vous avez tous constaté l'ampleur des hommages qui lui ont été rendus depuis son décès le 27 décembre, en France et bien au-delà de la France, alors qu'il avait finalement quitté la vie publique depuis de nombreuses années. Je vous dirais par exemple que le Portugal a décrété une journée de deuil national à l'occasion de son décès, c'est pour vous dire. Alors, pourquoi euh, je ne prétends pas ici évidemment être exhaustive. Beaucoup d'articles ont été publiés, beaucoup d'interviews ont été données et ce n'est pas terminé. Mais j'insisterai très simplement sur quelques angles qui me semblent expliquer en tout cas en partie l'ampleur de ces hommages. D'abord, il y a l'homme, une sorte finalement d'homme politique idéal. C'était un homme d'une extraordinaire simplicité, à la fois dans la vie courante et dans l'expression publique. C'était un homme d'une particulière intégrité politique et personnelle, vis-à-vis d'un Premier ministre comme d'un citoyen rencontré dans la rue. Il avait une extraordinaire capacité d'écoute et il avait aussi d'ailleurs une certaine dose d'humour. C'était un autodidacte qui n'avait pas à l'origine fait d'études supérieures, même s'il s'est rattrapé après avec des cours du soir pour acquérir certains diplômes, et qui a fait ses classes d'abord à la Banque de France, où il a débuté relativement au bas de l'échelle, puis dans les associations, dans les clubs de réflexion, beaucoup dans le syndicalisme, mais aussi dans l'enseignement, et puis plus tard en politique. C'était aussi un homme très ouvert, très éclectique, puisqu'il avait un certain nombre de passions qui n'avaient rien à voir avec la politique, comme par exemple le sport, la musique, notamment le jazz, mais aussi le cinéma. Il avait même autrefois créé un ciné-club. Et je dois vous dire, pour en avoir été témoin, que son savoir dans ces domaines, sport, musique, cinéma, dépassait souvent celui des meilleurs commentateurs sportifs et critiques cinématographiques. Et donc, travailler avec lui, c'était à la fois extraordinairement exigeant, mais aussi, s'il vous faisait confiance, extrêmement gratifiant. Mais c'était aussi, et là je glisse de la personnalité vers les méthodes de travail, quelqu'un qui mettait sur un pied d'égalité le quoi faire et le comment faire. Il avait l'habitude de dire, il ne suffit pas de regarder le design d'une voiture, il faut aussi ouvrir le capot et voir si le moteur tourne et fonctionne. Et de ce point de vue, ce n'était pas homme à faire des promesses qu'il ne pourrait pas tenir. Il savait aussi qu'il ne pouvait y avoir de réussite sans, d'une part, un travail acharné, et de ce point de vue, je peux vous dire que sa rigueur et sa créativité intellectuelle étaient poussées à l'extrême, et d'autre part, sans une aptitude forte au dialogue et à la recherche de compromis. La fermeté sur les principes, mais également le dialogue et le sens du compromis. Et combien de fois les chefs d'État et de gouvernement réunis en Conseil européen ont fait appel à lui pour débloquer un certain nombre de dossiers qu'eux-mêmes n'arrivaient pas à dénouer. Et je pense que ce sont donc aussi toutes ces caractéristiques personnelles et méthodologiques entremêlées
qui l'ont rendu finalement si populaire, à la fois en France et au-delà de la France. Je rappelle que lorsqu'il a été nommé président de la Commission en 1984, le journal Le Monde n'y a consacré qu'un très court entrefilet. Parce qu'après tout, d'un point de vue français, qu'est-ce que c'était que ce job de président de la Commission? Et plus tard, il faisait la une des journaux en France et au niveau international. Alors, ces qualités de l'homme, Jacques Delors, elles se sont révélées particulièrement adaptées à l'exercice de la présidence de la Commission, qui est une fonction à la fois très technique et très politique. Car n'oublions pas, on ne le sait pas toujours, que la Commission européenne n'est pas un organe de décision, sauf dans certains domaines précis. C'est un organe de proposition et d'exécution. Et dans le cadre des compétences qui sont dévolues à l'Union européenne, et c'est décrit très précisément dans les traités, c'est la Commission qui dispose du monopole du droit d'initiative. Et c'est précisément là que Jacques Delors a su exploiter avec une très grande efficacité ce pouvoir en apparence relativement limité. De plus, Jacques Delors avait une vision très claire de ce qu'il voulait entreprendre. Pour lui, qui était un homme de la guerre et de l'après-guerre, l'Europe, c'est une formule qu'il a très souvent employée, c'était la survie ou le déclin. C'était la nécessité de défendre des valeurs, une civilisation, une manière de vivre ensemble propre à l'identité européenne. Et aujourd'hui, face, je dirais, à la brutalité des relations internationales, sa vision n'avait pas changé, bien au contraire, la survie ou le déclin. Pour lui également, l'Europe se situait aux confins de la démocratie chrétienne et de la social-démocratie. Ces deux grandes familles politiques qui ont dominé l'espace politique européen pendant très très longtemps. Alors aujourd'hui, cette coalition, je dirais, entre ces deux grandes familles politiques s'est élargie vers le centre et parfois même vers les Verts, mais l'idée était la suivante et reste valable, pas de politique sociale sans croissance économique, nécessité d'une croissance socialement équilibrée, efficacité des marchés à condition de les réguler, dialogue social à travers les partenaires sociaux, toujours d'actualité selon lui. Même si évidemment la montée des populismes l'inquiétait beaucoup pour en avoir parlé avec lui encore récemment. Enfin, ce n'était ni un fédéraliste, comme d'aucuns l'ont prétendu, ni bien sûr un nationaliste. Il estimait que l'Union européenne devait se faire à la fois par les peuples et par les États. Et c'est en ce sens qu'il avait inventé ce concept de fédération d'États-nations, et c'est dans ce sens aussi qu'il attachait autant d'importance à la relation avec le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement et avec le Parlement européen représentant les citoyens. Alors, sur ces bases, les propositions de la commission Delors, et je dis la commission Delors parce qu'il attachait beaucoup d'importance à la collégialité, c'est-à-dire au travail collégial avec l'ensemble des commissaires, les propositions de la commission Delors, elles étaient travaillées dans les moindres détails, y compris souvent par Jacques Delors lui-même qui mettait la main à la pâte. Elles étaient présentées au Parlement européen pour discussion, négociées le plus souvent directement par lui-même avec les chefs d'État et de gouvernement, expliquées, c'était tout le travail du pédagogue, et surveillées dans leur mise en œuvre. Et je vais vous en donner quelques exemples bien connus, exemples de cet engrenage vertueux, si je puis dire. D'abord, le marché intérieur. Avant de prendre ses fonctions, Delors avait fait un tour des capitales, où il avait rencontré tous les gouvernements et aussi les partenaires sociaux. Il avait testé plusieurs pistes de relance de la construction européenne, qui, il faut bien le dire, étaient relativement en panne à ce moment-là, malgré le succès du Conseil européen de Fontainebleau de 84, qui avait permis de débloquer l'affaire du chèque britannique. Et il s'est aperçu, suite à son tour des capitales, que le seul sujet qui pouvait faire consensus à ce moment-là, c'était la relance du marché intérieur, dont le principe avait été acté dès le traité de Rome, avec les 4 libertés, biens, services, personnes, capitaux. Et donc la Commission a proposé dès 85 un plan extrêmement ambitieux, avec un calendrier très précis de mise en œuvre, la fameuse date objectif 1992 et des étapes à franchir, entre-temps une méthode
quasi scientifique, selon les dires de Pascal Lamy, son ancien directeur de cabinet. Mais pour que la réalisation du marché intérieur fonctionne et soit acceptable par tous, la Commission Delors a proposé également d'accompagner ce grand marché, d'une part d'une réforme institutionnelle permettant de prendre dans un certain nombre de domaines les décisions à la majorité et non plus à l'unanimité, ce qui a été accepté par les gouvernements, et d'autre part d'une politique dite d'accompagnement consistant à doubler les fonds structurels européens dans les régions et dans les pays les plus défavorisés. C'est ce que l'on a appelé la politique de cohésion sociale et territoriale afin de favoriser la solidarité sociale et le rattrapage des économies, la redistribution. Et en France, par exemple, la région Nord-Pas-de-Calais a largement bénéficié de ces fonds. C'est ce qu'on a appelé à l'époque le paquet de l'or. Moi qui connais bien la Grèce, par exemple, je peux vous dire qu'en Grèce, le terme paqueto est encore aujourd'hui relié au nom de Jacques Delors, et vous ne me croirez peut-être pas, mais beaucoup d'enfants en Grèce, aujourd'hui encore, portent le prénom de Paqueto, en souvenir de Jacques Delors. Alors, certes, le contexte politique de l'époque était favorable, il y avait les grands dirigeants, François Mitterrand, Helmut Kohl, Felipe González, encore fallait-il que quelqu'un fasse des propositions et prenne l'initiative, et ce fut souvent l'objet d'ailleurs d'une lutte assez acharnée, et le combat d'ailleurs n'est pas encore terminé, puisque notre président de l'Institut Jacques Delors, Enrico Letta, a été chargé d'un rapport par la présidence belge du Conseil sur le marché intérieur pour faire un état des lieux de son avancement et faire des propositions pour le futur qu'il doit rendre au printemps. Second exemple de cet engrenage dit vertueux, la monnaie unique. Alors, le concept venait évidemment compléter logiquement la relance du marché intérieur. C'était une évidence pour Jacques Delors, qui considérait qu'il fallait que les dévaluations nationales et les fluctuations des monnaies nationales cessent de fausser la concurrence. Mais combien d'obstacles ont dû être surmontés pour en arriver à la création de la monnaie unique? Imaginez les États membres acceptant d'abandonner leur monnaie nationale, un des symboles de la souveraineté, même si dans le cas de la France, par exemple, la souveraineté était relativement relative, puisque le franc était conditionné par la valeur du Deutschmark. Et là, l'action de Jacques Delors a été évidemment déterminante, même s'il n'a pas été le seul. Je me souviens par exemple des très nombreuses réunions des gouverneurs des banques centrales européennes qu'il présidait et qui ont contribué fortement à la mise sur pied de la monnaie unique, et réunions à l'issue desquelles il se rendait à Strasbourg pour la session plénière. C'est la raison pour laquelle Jacques Delors a soutenu le traité de Maastricht qui consacrait la monnaie unique, malgré ses imperfections, imperfections qu'il regrettait, mais qui touchaient pour l'essentiel à d'autres domaines que la monnaie unique. J'ajoute aussi, pour être précise, que c'est dans le cadre de la réunification allemande que Jacques Delors a très vite accompagné, d'ailleurs, ce qui lui a valu aussi d'être très populaire en Allemagne, qu'il a été possible d'obtenir l'accord de l'Allemagne quant à l'abandon du Deutschmark. Troisième sujet, la question sociale. Alors là, c'est un sujet plus complexe pour des raisons simples, c'est que les compétences de l'Union européenne dans ce domaine sont très limitées. Et c'est la raison pour laquelle Delors s'est attaché au dialogue social, parallèlement au marché unique. Il avait réuni dès sa prise de fonction les partenaires sociaux qu'il avait encouragés à être partie prenante de la réalisation du marché intérieur. Il avait encouragé l'adoption de conventions collectives au niveau européen. Il s'était impliqué dans la négociation de textes sur les conditions de travail et l'information et la consultation des travailleurs, notamment dans les entreprises multinationales. C'est lui qui a proposé l'adoption d'une charte des droits sociaux fondamentaux après avoir demandé au Comité économique et social européen de lui faire des propositions. C'est lui qui a prononcé un discours mémorable au congrès des syndicats britanniques à Bournemouth en 1988, enjoignant les syndicats à être des architectes de l'Europe sociale. Et figurez-vous que lors de ce congrès, à l'occasion d'un dîner qui avait réuni Jacques Delors avec les syndicats britanniques ont entonné Frère Jacques devant l'ensemble des participants.
faut dire qu'à l'époque, le Premier ministre britannique, c'était Madame Thatcher, qui n'avait pas l'habitude de prendre le thé avec les syndicats. C'est aussi lui qui a autorisé, comme tu l'as dit, l'ouverture des stocks alimentaires communautaires au Resto du Cœur et autres organisations caritatives dans toute l'Europe, et puis Erasmus. Erasmus, ça n'a pas été facile, car il n'y avait pas de compétences européennes en matière d'éducation. Et pour Jacques Delors, l'éducation, c'était un élément pivot de la politique sociale et même au-delà. Et il s'est battu avec l'aide des commissaires compétents et suite à une décision favorable de la Cour de justice pour faire accepter une base juridique sur les échanges d'étudiants. Et c'est dans ce cadre que la Commission a pu faire une proposition concernant la création d'Erasmus, proposition qui, dans un premier temps, a été refusée par les ministres de l'Éducation. Donc Jacques Delors a décidé de retirer la proposition de la Commission et de la reformuler après en portant le dossier directement devant les chefs d'État et de gouvernement sous présidence britannique, et cela a été accepté par le Conseil européen. Donc, marché intérieur, monnaie unique, politique sociale, c'est un engrenage vertueux que Jacques Delors a d'ailleurs complété à la fin de son mandat en proposant un livre blanc qui portait un nom qui est toujours d'actualité, croissance, compétitivité, emploi, dans lequel notamment il a proposé la création d'infrastructures numériques, les fameuses autoroutes de l'information, et c'est aussi à cette occasion qu'il avait proposé de renforcer la dimension environnementale. Malheureusement, Jacques Delors étant parti peu après, les ministres des Finances ont repris le dessus. Alors, je voudrais clore ce panorama non exhaustif par un mot sur la démocratie. Parce qu'à l'époque de Jacques Delors, le président de la Commission était nommé par les gouvernements et n'était pas élu par le Parlement européen comme aujourd'hui. Mais Jacques Delors a toujours considéré qu'il ne pouvait tirer sa légitimité des seuls gouvernements. Et c'est la raison pour laquelle, dès les premiers jours, il a attaché beaucoup d'importance au Parlement européen. Alors, certes, et j'ajoute d'ailleurs que lui-même avait été député européen, président de la Commission économique et monétaire de 79 à 81, ce qui l'a beaucoup marqué et influencé. Alors, certes, le Parlement européen n'avait pas les pouvoirs importants dont il dispose aujourd'hui, mais il avait quand même déjà des pouvoirs budgétaires importants notamment et une véritable influence politique. Et pour Jacques Delors, c'était l'institution élue par les citoyens représentant ces derniers. Il réservait donc la primeur de ses propositions au Parlement européen. Il passait d'ailleurs au moins 3 jours par mois à Strasbourg pour les sessions plénières. Il organisait de très nombreuses réunions avec les groupes politiques, avec les députés, et il demandait régulièrement au Parlement européen un vote de confiance. C'est donc aussi de cette double légitimité qu'il tirait sa force. Et il a d'ailleurs toujours plaidé pour un renforcement des pouvoirs du Parlement européen, même s'il était conscient que le Parlement européen à lui seul ne pouvait résoudre le problème de ce que d'aucuns appellent le déficit démocratique de l'Union européenne, qui doit se penser bien au-delà du seul cercle des institutions européennes. Alors, pour conclure, puisque mon temps est limité, le titre de cette euro-question, c'est l'héritage de Jacques Delors. Alors, quand on a la chance d'hériter, on peut hériter d'argent, mais on peut aussi hériter d'une maison. Et je dirais qu'avec Jacques Delors, nous héritons d'une maison, la maison Europe, qui est loin d'être finie. Et Jacques Delors lui-même regrettait encore récemment qu'on soit encore loin du compte, par exemple en matière d'harmonisation fiscale, de coordination des politiques économiques et bien d'autres sujets. Mais il nous a prouvé qu'il fallait absolument construire cette maison sur le terrain légué par les pères fondateurs, sinon c'était le vide ou le déclin de l'Europe. Il a posé de nombreuses pierres, il a su faire progresser l'Europe dans de nombreux domaines, mais il faut bien le dire, le monde a changé. L'Europe s'est élargie, et pour lui, c'était tant mieux. Les défis aujourd'hui économiques, technologiques, militaires, en matière de sécurité, de défense et autres sont immenses. Alors, les questions sont évidentes, il les posait lui-même. L'Europe est-elle suffisamment armée pour répondre à ces défis? La grande coalition des démocrates
est-elle prête à résister au populisme et aux assauts de la mondialisation? Avec quels moyens? L'Europe est-elle prête à passer à une dimension plus politique encore? Et comme l'a dit récemment un homme politique français, l'héritage de Delors, c'est d'abord l'infatigable volonté d'être européen. Et pour cela, Delors disait, il faut toujours allier le cœur et le tournevis et avoir un cap. J'espère que les prochaines élections européennes, qui, je le rappelle, élisent des députés qui ont du pouvoir, sera l'occasion de débattre de ces grands défis posés à l'Europe et non des soubresauts de nos politiques nationales. Tel était en tout cas le vœu de Jacques Delors. Merci. Merci beaucoup, Christine, pour ton hommage. Alors, on a reçu plusieurs questions. Peut-être une première, je voudrais revenir sur la début de la pandémie de Covid-19, quand Jacques Delors était sorti de sa réserve pour appeler l'Union européenne à plus de solidarité. C'est vrai que c'est un de ses héritages les plus importants, c'est l'Europe sociale. Et donc, est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus de cet élément de solidarité? Pourquoi est-ce que c'était si important pour lui et comment est-ce qu'il est arrivé de jour en jour à le mettre en œuvre? Alors, je me souviens en effet de la déclaration qu'il avait faite à l'époque. Euh, je me souviens plus des circonstances exactes, mais il y avait eu un Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement pendant lequel un certain nombre de dirigeants européens s'étaient étripés, si je puis dire, sur un certain nombre de dossiers et Delors en avait été très choqué. C'était probablement à l'occasion de la pandémie, je ne me souviens plus du sujet exact. Et donc, il avait voulu lancer un appel, non seulement à la solidarité entre chefs d'État et de gouvernement, qui faisait légèrement défaut à l'époque, mais aussi à la solidarité en général dans l'intérêt de l'Europe. Et d'ailleurs, cet appel, qui avait été relativement simple dans son expression, avait fait l'objet de nombreux commentaires dans les médias en disant attention, Jacques Delors lui-même alerte sur les dangers de la division. Et donc, quand il nous disait souvent, moi, quand je me réveille le matin, je ne pense qu'à une seule chose, l'intérêt général de l'Europe. Ça n'était pas du tout pour dire je ne m'intéresse pas aux considérations nationales et aux intérêts nationaux, mais dans certains cas, c'est l'intérêt général de l'Europe qui doit primer, au profit d'ailleurs de chacun des intérêts nationaux additionnés. Et c'était aussi le sens qu'il donnait à la solidarité, pas seulement sur le plan social, mais aussi entre les pays, au nom d'un intérêt général commun. Et pour rester un peu sur l'aspect social, est-ce que Jacques Delors a regretté que le social dans le traité de Maastricht ne soit pas un protocole annexe au traité, mais voilà, un élément un peu moins important? Oui, mais comme je vous l'ai dit, pas seulement à l'occasion du traité de Maastricht, mais aussi plus tard, il y a toujours eu un certain nombre de résistances pour, je dirais, augmenter les compétences de l'Union européenne dans ce domaine. C'est un fait. N'oublions jamais que pour ceux qui critiquent soit le trop d'Europe, soit le pas assez d'Europe, il y a des traités qui font l'objet d'adoptions successives au fil du temps. Le dernier en date étant le traité de Lisbonne qui a été signé et mis en œuvre à partir de 19, non, de 2009 et qui a comme caractéristique d'accroître notamment les pouvoirs du Parlement européen et de proposer une organisation différente des institutions européennes. Mais lorsque la Convention sur l'avenir de l'Europe s'était réunie, la question sociale avait été abordée et beaucoup de participants n'avaient pas considéré que c'était un sujet prioritaire pour plus de compétences au niveau de l'Union européenne. Donc c'est un sujet qui reviendra dans le futur, qui d'ailleurs a des palettes extrêmement différentes, parce que quand on parle par exemple de fiscalité, après tout, la fiscalité, c'est aussi un élément potentiel de l'Europe sociale, pas seulement de l'Europe économique. Et donc, en matière de fiscalité, il y a encore énormément de progrès à faire, puisqu'il n'y a pas d'harmonisation fiscale dans beaucoup de domaines, mais on touche là encore à des souverainetés nationales qui mettent du temps à être dépassées dans l'intérêt commun. Et qu'est-ce que Jacques Delors pensait de l'Europe géopolitique, comme annoncé par Ursula von der Leyen, qui voulait une commission plus géopolitique? Mais je pense qu'il était tout à fait d'accord. C'était une étape
complémentaire, supplémentaire des étapes que lui-même avait favorisées. Comme je le disais tout à l'heure, les défis ces dernières années se sont considérablement accrus. Le monde est devenu beaucoup plus dangereux. À l'époque où Jacques Delors a pris ses fonctions, il n'y avait que 10 États membres. Très rapidement, l'Espagne et le Portugal ont rejoint l'Union européenne, donc ils sont devenus 12, et puis ensuite les pays scandinaves, etc. Mais dans la première partie de son mandat, la relation au monde extérieur, je dirais, était moins prioritaire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis, il y a eu la chute du mur de Berlin, avec toutes ses conséquences. Et d'ailleurs, à l'intérieur du cabinet, la prise en compte de cette nouvelle dimension extérieure a provoqué une vraie réorganisation de nos activités et de l'activité de la Commission européenne en général, qui a dû accorder beaucoup plus de priorité à toute cette dimension extérieure, géopolitique, qui maintenant s'avère être une dimension centrale de l'action de l'Union européenne, qui doit exister plus et mieux face aux grands continents que sont la Chine, les États-Unis, la Russie, etc. Et Jacques Delors, évidemment, était extrêmement favorable à ces développements, puisqu'il y voyait une sorte de fil conducteur et de prolongement des actions qu'il avait lui-même entreprises dans un contexte donné de l'époque. Et c'est vrai que tu as justement rappelé que Jacques Delors était pour l'élargissement de l'Union européenne. Tout à C'est fait. vrai que dans certains articles, on voit souvent que les gens disent qu'il faut continuer à approfondir avant d'élargir. Est-ce que cette vision un peu noir-blanc était-elle partagée par Jacques Delors ou Non, pas du Jacques tout? Delors a toujours considéré que les deux devaient aller de pair. Il a toujours été favorable à l'élargissement de l'Union européenne, notamment aux pays d'Europe centrale et orientale, car il considérait que c'était la suite logique euh, de l'Union européenne et que les pays concernés étaient membres à part entière, politiquement, psychologiquement, socialement, de cet ensemble européen, à condition évidemment qu'ils remplissent les conditions. Et ça n'a pas toujours été bien fait dans un certain nombre de cas. Il était favorable également à l'élargissement futur à l'Ukraine en particulier, mais, et ça a toujours été un leitmotiv dans son action, il a toujours considéré, c'est l'affaire du tournevis, c'est l'affaire du moteur dans la voiture, qu'il fallait aussi voir très concrètement quels pouvaient être les moyens les plus adaptés pour que ces élargissements se produisent sans diluer le fonctionnement de l'Union européenne. Et de ce point de vue-là, réforme institutionnelle en particulier, accroissement d'un certain nombre de compétences, et il était très favorable à cette sorte de complémentarité et non pas d'opposition entre approfondissement et élargissement qui doivent absolument aller de pair. Et avec quel dirigeant européen Jacques Delors avait-il le plus d'affinité ou partageait la même vision pour la construction européenne Bah, à l'époque, à l'époque? Ouais. comme je l'ai dit, c'était clair, hein, il avait des affinités particulières avec François Mitterrand, avec Helmut Kohl, avec Felipe González, qui étaient des dirigeants qui appartenaient à la même génération, qui étaient très engagés sur le plan européen, qui l'ont accompagné dans les actions qu'il proposait. Il y avait d'autres dirigeants un peu plus difficiles, comme Margaret Thatcher, mais néanmoins, ça s'est quand même plutôt bien passé parce qu'à l'époque, Margaret Thatcher ne s'est d'ailleurs pas opposée à sa nomination. Elle l'a même acceptée. Elle a vu d'un très bon œil la proposition du marché intérieur, puisque ça correspondait à une vieille ancienne britannique. En même temps, elle disait plus tard qu'elle s'était peut-être un peu fait avoir par Jacques Delors, puisque tous les autres aspects dont j'ai parlé tout à l'heure, en plus du marché intérieur, elle n'avait pas tout à fait prévu que ça se passe comme ça, mais finalement, la force de conviction de Jacques Delors, le travail de compromis qu'il entreprenait en permanence et la pédagogie qu'il avait, y compris auprès de personnalités comme Margaret Thatcher, a produit ses fruits, puisqu'elle ne s'est pas opposée, même au programme Erasmus, comme je le disais tout à l'heure. Et peut-être pour conclure, une dernière question. Donc, Jacques Delors avait appelé de ses voeux déjà il y a plusieurs années une union de l'énergie. Et c'est vrai qu'elle nous aurait été très utile au Absolument. début de la guerre en Ukraine. Et donc, ma dernière question serait, est-ce qu'il n'était pas avant-gardiste sur beaucoup de sujets? Absolument. Il a été avant-gardiste lorsqu'il a présenté son livre blanc
où Mhm. il anticipait déjà les questions numériques, technologiques, etc. Sur la communauté européenne de l'énergie, c'est une proposition qu'il a faite après avoir quitté la présidence de la Commission. Tout à fait. Il avait proposé dans un grand article dans un média la création d'une communauté européenne de l'énergie comme une nouvelle communauté européenne, en complément des précédentes. À l'époque, évidemment, ça a attiré un certain intérêt. Il y a un certain nombre de pays qui ont cherché à plaider en faveur de cette communauté européenne de l'énergie, notamment la Pologne. Il avait d'ailleurs organisé un certain nombre de séminaires avec M. Buzek, ancien Premier ministre de Pologne et devenu président du Parlement européen. Mais comme toujours, quand on a de trop bonnes idées trop tôt, ce n'est que bien plus tard que l'on réalise qu'elles étaient bonnes et qu'elles auraient mieux fait d'être prises en compte un peu plus tôt. Mais ça, c'est la vie politique. Merci beaucoup, Christine, pour ton hommage à Jacques Delors et on espère tous à l'Institut pouvoir continuer à être à la hauteur de ses idées dans notre travail au quotidien. Et merci à tous pour votre participation. Le prochain Question aura lieu à la fin janvier et nous vous enverrons les détails très prochainement. Vous recevrez le replay de cet hommage avec Christine Berger en fin d'après-midi. Merci encore, Christine, pour ta participation et à très bientôt. Merci.